L'étude israélienne nous disait qu'après 8 mois de vaccination, on baissait à 16% d'immunité et on peut se dire donc qu'après 10 mois, on n'est plus vacciné. Ce qui serait peut-être même intéressant, c'est d'aller plus loin dans le sens de la prévention. Pourquoi ne pas imaginer envoyer des SMS automatiques aux gens pour leur dire attention, en fait, à telle date, votre pass expire. Parce que logiquement, il expire. Si on n'est plus protégé, je ne comprends pas pourquoi on aurait encore un pass valide. Peut-être ce qui va se passer. Et exactement, je ne comprends pas pourquoi on aurait encore un pass valide. Peut-être ce qui va se passer. Et exactement. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Est-ce qu'on peut perdre, Elisabeth Borne, son pass sanitaire si on refuse, pour une raison ou une autre, de faire la troisième dose? C'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Examen réussi. Il y a 7 millions de personnes aujourd'hui éligibles à la vaccination qui ne le sont pas. Vous en connaissez ? Oui, j'en connais. Malheureusement, déjà, il y en a à l'Assemblée nationale qui Chez les députés l'ont suffisamment dit. Il me semble, pas besoin de citer leur nom, mais que malheureusement, certains l'ont dit suffisamment haut et fort dans l'hémicycle. Qui, du coup, rentrent dans l'hémicycle en se faisant dépister et en payant pour avoir le pass sanitaire. Malheureusement, non. Il n'y a pas de sanitaire à l'Assemblée, non ? Alors, on n'a constitutionnellement pas le droit parce que vous ne pouvez pas empêcher un parlementaire d'accéder à l'hémicycle. D'accord. Voilà. Nous, on voulait le mettre en place, mais nous n'avons pas le droit. Alors, ils ne sont pas vaccinés, ils se font tester gratuitement ? Il n'y a pas de raison qu'ils soient testés gratuitement. Il y a maintenant, s'ils ont refusé de se faire vacciner. Mais il y a un contrôle à l'entrée de l'Assemblée nationale ? Il n'y a pas de passe sanitaire à l'Assemblée nationale. On est tout à fait honnête, ceux qui n'y ont pas été, maintenant, c'est ceux qui vraiment n'iront pas. Mais pourquoi on a 98% de ces personnes vaccinées au Portugal et pas en France ? Pour des raisons à la fois sociétales, pour des raisons de conception de la famille, mais parce qu'il faut aller leur ramener le vaccin à la maison. Ils savent pas ce que c'est que Doctolib, Internet, et même il y a des zones, ils n'ont pas de médecin traitant. Plus vous êtes pauvre, moins vous avez de médecins traitants. Vous avez des zones où un tiers de la population n'a pas de médecin traitant. Donc il va falloir envoyer des camions chez eux. Il faut aller les récupérer. Et puis on a aussi les 12-18 ans pour lesquels il faut finir la vaccination, et va arriver les 5-12 ans. Ça va arriver dans les prochaines semaines. 5-12 ans, pour vous, c'est une évidence ? Oui. C'est une évidence. Oui. Il n'y aura pas de crainte ou de précaution particulière. C'est toujours pareil. On a des études qui sont en cours d'ailleurs, qui sont faites, et on étudie sécurité, efficacité. Et pour l'instant, toutes les études nous indiquent que c'est efficace et sûr. Entre quelques dribbles et paniers marqués, les enfants du club de basket de la Primaude sont invités sous cette tente pour se faire dépister. Encore un petit peu. Tu vois, il faut que ça soit au fond un petit peu couvert quand même. Ok ? Un temps mort plus ou moins bien accueilli par les jeunes sportifs. Ça s'est bien passé pour toi ? Ah oui, comme sur des roulettes. On en a très marre. Ouais, pourquoi ? Parce qu'on doit porter le masque et on doit faire des tests. On n'aime pas trop. Mais pas le choix, il y a urgence. Depuis une semaine en Aveyron, le taux d'incidence a plus que doublé. Il dépasse désormais le seuil d'alerte. Les contaminations flambent notamment chez les plus jeunes, avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants. À la veille des vacances scolaires, l'Agence régionale de santé multiplie les opérations de dépistage dans tout le département pour éviter un rebond épidémique. Les familles vont se revoir, des gens vont aller sur des lieux touristiques, il va y avoir du brassage. Donc il faut aussi se préparer au retour. Donc accentuer encore la prévention, passer des messages de prévention, qu'il y ait une prise de conscience collective, que le virus circule encore, que ce n'est pas terminé. Je ne veux pas être alarmiste, toutefois. On sait qu'il y a quand même des gestes barrières maintenant qui sont peut-être un peu levés dans certains endroits. Il faut que la vie économique, sociale reprenne. Mais par contre, on a tous intérêt, on a un enjeu de santé publique là, et individuellement et collectivement, à être particulièrement vigilants dans les semaines qui viennent. Pour le moment, 5 clusters ont été détectés dans le département, pour la plupart en milieu scolaire. Je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Évidemment, on n'est jamais à l'abri des surprises avec la pandémie, mais si tout va bien, cette vaccination devrait être terminée au début de 2020.
que l'intérêt, c'est la réactivité. Oui, les enfants vont être testés uniquement, j'imagine, si les parents donnent leur accord. Que se passe-t-il si un parent d'élève refuse que son enfant soit testé ? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, notre premier travail, c'est de recueillir le consentement des parents. Qui doit être le plus rapide possible. Si les parents refusent de donner leur consentement, eh bien, l'enfant sera toujours considéré comme un cas contact à risque et il devra revenir à la maison. Mabrouk. Alors Victor Donand, expliquez-nous, que deviennent les enfants privés de classe? Alors il faut distinguer deux cas. D'abord, quand un élève est positif, c'est la procédure classique qui s'applique. L'enfant doit rester chez lui, isolé donc. Le parent qui décide de garder l'enfant sera obligé de poser des jours de congé. Mais quel est le dispositif si jamais la fermeture concerne une classe ou pire, une école? Là, Jean-Michel Blanquer a été clair. Tout au long de cette année, les familles ne doivent pas être perturbées dans leur vie courante, a-t-il expliqué, notamment au travail, par une quelconque fermeture. Pas question donc d'accorder en masse des arrêts de travail ou de recourir à l'activité partielle. Le ministère de l'Éducation nationale mise sur ce qu'il appelle des solutions locales de garde. Comprenez donc, les collectivités locales vont devoir ouvrir des structures en dehors de l'école pour garder les enfants suspectés ou les cas contacts. C'est-à-dire ceux qui sont cas contacts. Et qui est cas contact? Quelqu'un qui, ayant été proche de quelqu'un contaminé, n'est pas vacciné. Donc cette personne-là, cet élève-là, doit pendant une semaine être isolé, protégé. Ce n'est qu'une durée de 7 jours, donc on ne doit pas non plus dramatiser ce point. Ce sera un cas finalement très minoritaire, mais c'est aussi ça qui permet de ne pas fermer la classe entière. What is sitting in all these containers behind us? Everything. Longshoremen telling me some of these containers have been sitting here for 6 months, with a shortage of truck drivers to get the goods on the highway and into stores. It's not just making things harder to find, it's making them more expensive. Today we face an economy that's in transition. And as part of that transition, we are seeing high prices for some of the things that people have to buy. But the reality is that the only way we're going to get to a place where we work through this transition is if everyone in America and everyone around the world gets vaccinated. That's why the president continues to be focused on the idea that we get everyone who can vaccinated in this country. L'eau est une ressource dont nous pouvons encore disposer à tout moment, mais elle menace de se raréfier. En cause, le changement climatique et les prélèvements industriels. Tout le monde se pose, c'est où passe l'eau des ruisseaux, des rivières? Elle s'en va pas toute seule. Quelqu'un s'en sert? Qui? On ne sait pas. Les producteurs d'eau en bouteille, qui pompent parfois directement dans nos réserves d'eau potable, sont sous le feu des critiques. Maintenant, en France, il faut faire comme au Bénin. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on économise chaque goutte d'eau dans notre pays. La bataille pour l'eau a commencé. Nous ne voulons pas en arriver à des situations comme en France. Les ressources en eau souterraine doivent absolument être préservées pour assurer l'approvisionnement de la population. À qui appartient l'eau? L'eau, c'est la vie. Marchandiser l'eau, c'est vouloir faire de la marche sur la vie. C'est complètement fou. Nestlé, Danone, Coca-Cola. Les grands producteurs d'eau en bouteilles plastiques font l'objet de critiques grandissantes. On a demandé une commission d'enquête parlementaire parce que nous sommes inquiets sur la situation de l'eau, parce que nous disons que l'eau est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle, puisque 3 jours sans eau, et nous sommes morts. Bienvenue au Désordre Mondial, je suis Rachel Marsden. Lundi 4 octobre, les principaux réseaux sociaux gérés par Facebook, WhatsApp, Instagram et le GAFA lui-même sont tombés en panne dans le monde entier pendant 6 longues heures. Non seulement la panne a empêché des milliards d'utilisateurs d'accéder à ces services, mais même ceux qui n'étaient inscrits au célèbre réseau social que pour accéder à des services tiers d'un simple clic via leur connexion Facebook ont également été privés d'accès à ces sites. La plupart des experts en cybersécurité estiment que la panne a été causée par une erreur lors d'une mise à jour des serveurs de Facebook. Mais quel que soit le problème, l'essentiel est que la réaction du public vient de prouver que beaucoup de gens seraient prêts à renoncer à la confidentialité de leurs données au profit de la sécurité d'accès à leur plateforme préférée. Le fait que de nombreux utilisateurs de ces services soient allés se plaindre sur Twitter fournit au gouvernement un argument en faveur davantage de contrôle et de réglementation afin d'assurer la continuité de ces services. Ce message prend déjà forme. Il s'appuie sur la méga panne et sur le passage de Frances Haugen, lanceuse d'alerte de Facebook, dans 60 minutes, le magazine d'information de la chaîne CBS. L'ingénieur y accusait le réseau social d'exacerber les conflits dans le monde. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a alors déclaré que, et je cite, « l'autorégulation ne fonctionnait pas ». Figurez-vous
que ces 2 dernières années, le Forum économique mondial a organisé des simulations d'une panne Internet majeure dénommée Cyberpolygon. Le fondateur et président exécutif du groupe, Klaus Schwab, a déclaré le 8 juillet 2020 que, et je cite, « La crise du Covid-19 est, en comparaison, une petite perturbation par rapport à une cyberattaque grave. Pour lui, la crise sanitaire est, et je cite, un coup de semonce opportun devant inciter la communauté de la cybersécurité à se préparer à une potentielle cyberpandémie. » Il n'est pas difficile de voir comment le pass sanitaire avec son code QR lié à l'identité du porteur, créé pour donner un sentiment de sécurité face au coronavirus, pourrait être adapté à une identification numérique sous prétexte de sécuriser l'Internet et ses différents services. Mais quels sont réellement les risques qu'un tel scénario se réalise? Avec ça, on ne les protège absolument pas. C'est pour leur bien. C'est un contresens sanitaire, puisque vous pouvez être vacciné et transmettre. Bref, ce pass sanitaire ne sert à rien, si ce n'est accoutumer les Français à être en laisse. Et je leur dis, demain, ça sera l'argent liquide qui sera supprimé. Après-demain, ça sera leur épargne qui sera prise. C'est transformer l'identité physique et intellectuelle avec l'identité numérique, la fusionner. Je renvoie à Philippe de Villiers qui le plus intelligemment a mis les mots dessus. Et j'aimerais tant que les gens réagissent. Voilà, qu'ils comprennent ce qui est en train de se produire. C'est un changement civilisationnel. Vous êtes OK avec ce monde qui est le monde de demain? Finalement, vous êtes beaucoup plus adapté que moi. C'est le monde de demain. Oui, c'est le futur qu'on donne à nos enfants, qu'on leur transmet. Moi, je veux pas de ce monde-là et je ne suis pas la seule à ne pas en vouloir. Donc, je ne suis pas la seule aujourd'hui à être en deuil. De ce monde qu'on a construit pas à pas, depuis le début, et on le savait. Parce que sur le site du Sénat, ils rêvent tous, même les libéraux, les soi-disant libéraux, d'une société de surveillance numérique. On le sait, c'est écrit sur le site, noir sur blanc. C'est autre chose. C'était une formidable expérience pour instaurer cela. Ça vous convient, c'est le futur. Très bien. Moi, ça me convient pas. Bon. Voilà. On aura demain aux États-Unis ou en Europe une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles vous êtes prédisposé qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire, une sorte de machine de normalisation personnelle. Il faut avoir conscience que la Banque Centrale Européenne a écrit cet été, c'est sorti dans les Échos du 14 juillet 2021, a sorti cet été que dans 5 ans, la Banque Centrale Européenne canalisera, archivera toutes les transactions au jour le jour. Alors elle a dit, ça ne remplacera pas l'argent, le cash. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Oui, voilà, mais c'est pas grave, oui. Il y avait une excellente chanson de Dalida qui sera probablement la plus grande philosophe du XXIe siècle, qui disait caramel, bonbon et chocolat. Donc, c'est quand il est évident que si la Banque Centrale Européenne met en place un euro numérique qui permettra de centraliser toutes les transactions, peut-être qu'il restera facialement des billets, de l'argent liquide, mais ce sera pour de toutes petites transactions. La Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 € stockés sur un compte en banque, elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Alors il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire, je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre. Si vous avez 3 000 € sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors, c'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray, où d'une certaine façon nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. Alors, a priori, si par exemple, moi j'ai 100 000, ça c'est une situation hypothétique bien sûr, mais si j'ai 100 000 €... Un peu modeste pour vous. Si j'ai 100 000 € sur un compte bancaire à la Société Générale, et ça n'a rien à voir avec la portefeuille numérique, je veux le laisser dans le compte et l'utiliser pour des transactions avec une carte bancaire. Ça ne sera plus possible, c'est ça qu'il faut comprendre.
Mais on aurait dû faire une émission sur l'euro numérique, puisque je vois que ça ne sera plus possible, parce que l'euro numérique sera comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bitcoins, chaque bitcoin est numéroté, et les ordinateurs savent qui, historiquement, les a achetés, qui les a échangés. L'euro numérique, ce sera la même chose. Il y aura un nombre limité d'euros numériques qui vous permettront de faire des transactions, et les ordinateurs de la Banque Centrale Européenne seront entre les mains de qui ces euros sont passés. Donc vous n'aurez plus la faculté de détenir des euros dont la Banque Centrale Européenne n'a pas la maîtrise technologique. C'est-à-dire qu'il suffira d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour dire « Madame Marsden, vos 100 000 euros, on en prend 80 000 pour rembourser les dettes de l'État. » Et vous ne pourrez rien faire puisque cet argent sera comptabilisé sur ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire un système informatique, ce ne sera plus de l'argent physique. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à faire ça ? Pour des raisons extrêmement simples. C'est que aujourd'hui il y a l'argent liquide, si j'ose dire, l'argent qui échappe au contrôle de la Banque centrale, pose des tas de problèmes de maîtrise par la caste au pouvoir. C'est-à-dire que cet argent peut produire de l'inflation, cet argent peut dormir dans un matelas, cet argent peut servir à des achats indus, d'acheter des kalachnikovs ou des je sais pas quoi, et que dans un système où vous voulez ordonner la consommation des individus, évidemment, la mise en place d'un euro numérique permet de maîtriser tous les processus. Je reviens au pass sanitaire parce que c'était quand même notre objet. Parce que c'est quand même lié, oui. Le pass sanitaire, c'est la première étape vers ce système qui utilise l'argument sanitaire pour se justifier. Mais vous vous souvenez, quand on était petit, Rachel, quand nous allions au café, au restaurant, nous n'avions pas à montrer notre pièce d'identité, et un serveur vous aurait dit montrez-moi qui vous êtes et je saurai si je vous sers. Vous auriez dit mais enfin je vous boycotte tout de suite. Le pass sanitaire, c'est d'abord un système qui vise à nous habituer à montrer nos papiers partout où nous passons, et donc à permettre une espèce de filature organisée, permanente de notre vie, une violation permanente de notre vie privée, qui est la première étape dans la mise en place de ce wallet. Dans le monde dystopique qu'ils nous promettent, il faudra montrer ces papiers pour aller prendre un café, pour prendre l'autoroute. Mais comment est-ce que vous savez ça ? Alors, c'est écrit. Moi, je n'invente rien. Et ce n'est pas écrit sur des sites complotistes. Enfin, si, c'est écrit sur un dangereux site complotiste qui est tenu par une dangereuse entreprise complotiste qui s'appelle Thales, qui est quand même une entreprise de fabricant d'armes, qui a créé une unité spéciale identité numérique. On va l'appeler comme ça, avec une filiale qui s'appelle Idemia, sur laquelle on pourrait longuement discuter le moment venu, si Idemia le souhaitait. Et donc Thales a publié récemment sur l'un de ses blogs une description de ce que sera l'identité numérique de demain, et qui écrit que le pass sanitaire, les gens sont très heureux de l'avoir, que le pass sanitaire est la première étape de la construction d'une identité numérique à travers un wallet qui se terminera par des moyens de paiement. Donc le projet industriel, vous comprenez, on ne crée pas ça, on ne crée pas un pass sanitaire, on ne crée pas des machines à lire des QR codes sans être sûr que l'investissement sera durable et sans être dans un cadre politique, industriel, complet et assuré. Et donc Thales fait partie des grands acteurs industriels qui se positionnent sur ce marché futur, qui sera un marché colossal, qui passera par la reconnaissance faciale. Alors je vous signale qu'en Chine, par exemple, dans les campagnes, il est prévu que les paysans payent leurs impôts après une procédure de reconnaissance faciale. Parce que c'est vrai que les Chinois, paraît-il, sont mauvais payeurs, payent pas leurs dettes, payent pas leurs impôts, etc. Pour être français, au fond. Et donc, il est prévu que dans les campagnes où l'identité est mal assurée, on utilise la reconnaissance faciale pour reconnaître les paysans chinois. Il y a un taux d'efficacité de la reconnaissance faciale qui est entre 80 et 95% aujourd'hui. Il y a un enjeu technologique colossal derrière. Donc, vous vous doutez bien que quand Thales développe un projet industriel d'identité numérique, c'est pas pour que ça dure 3 mois. Donc, il y aura derrière des pressions politiques pour que le pass sanitaire soit un prélude, une mise en bouche vers un système beaucoup plus durable. Une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça. Et pas de temps à perdre. En chemin, Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport. Elle en a besoin pour son prochain voyage. Aucun problème. Elle peut demander un passeport numérique d'urgence sans avoir à se rendre au bureau qui les délivre. Je rends les démarches administratives beaucoup plus simples. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Elle peut décider d'autoriser ou non le docteur à accéder à son dossier médical, tout en gardant le contrôle de ses données personnelles. Lucie a une dernière démarche à faire avant son voyage en Australie. Louer une voiture. Je l'aide à partager les informations relatives à son permis de conduire en ligne
afin qu'elle n'ait pas à faire la queue pendant des heures pour récupérer la voiture lors de son arrivée à Brisbane. Le loueur bénéficie d'informations sûres et précises et Lucie d'une expérience agréable et fluide. Les amis de Lucie l'attendent à l'intérieur du bar. Pour la laisser entrer, je génère simplement un code QR qui prouve que Lucie a l'âge requis. Elle n'a donc pas besoin de partager tous les détails de son identité avec le personnel. Alors oui, je suis le meilleur ami de Lucie. Je protège son identité et ses identifiants officiels où qu'elle aille. Je lui fournis un accès sécurisé aux services publics et privés. Je lui permets de garder un contrôle total sur ses données personnelles. En d'autres termes, je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Je suis le Thales Digital ID Wallet. Il faut dire, Rachel, que le pass sanitaire, c'est la première expérience de crédit social dans le monde démocratique. Le pass sanitaire punit les dissidents et récompense les obéissants.